Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 2019. Donc bienvenue dans le vlog de rentrée. Comme à chaque rentrée, j'essaye de faire un bilan de la chaîne, j'essaye de me fixer des objectifs que je partage publiquement avec vous, ce qui m'engage un peu plus dans la poursuite de ces objectifs-là et j'essaye beaucoup plus de les atteindre que si je les avais mis sur un bout de papier dans mon coin. À la fin du mois d'août, j'étais venu vous voir et je vous avais dit que mon objectif, c'était d'avoir réussi à tester 100% des objectifs Fujifilm d'ici la fin de l'année 2018. C'est un objectif que j'ai quasiment atteint puisque à la fin de l'année 2018, j'ai fait des tests d'absolument tous les objectifs sauf le 16-55 2.8 et le 50-140 2.8 que j'ai pourtant depuis le début. Mais je me suis concentré dans un premier temps toujours sur les objectifs que j'avais pas parce que c'était le plus difficile finalement à avoir plutôt que sur les objectifs que j'avais. Donc tous ces tests-là, ils sont produits, évidemment ils ne sont pas encore publiés sur la chaîne, je crois qu'il y a des vidéos programmées jusqu'au mois de mars sur la chaîne, donc ces tests-là ils vont arriver au fur et à mesure, et il ne me reste plus au mois de janvier ici de faire le test du 16-55 2.8 et du 50-140 2.8, ce qui ne devrait pas être trop dur tant je les connais vraiment très bien ces deux objectifs. Ensuite, le deuxième objectif que je m'étais fixé, c'était de réorganiser complètement le site internet lesguidesfujifilm.com, chose qui a été faite. Je ne me suis pas luché je crois, il y a un peu plus de 400 articles que j'ai organisés, que j'ai catégorisés, pour lesquels j'ai commandé des transcriptions pour permettre à Google de mieux référencer, pour lesquels j'ai travaillé les titres pour qu'ils soient mieux référencés, etc. Bref, tout un travail de re-engineering du site internet qui a permis de monter quelque part en qualité, même s'il reste beaucoup de choses à faire sur ce site internet. Dans cette vidéo, je ne vais pas l'aborder maintenant, mais on va aussi faire un bilan de l'année 2018 de Fuji, parce que c'est marrant, au fur et à mesure que moi j'examinais le site internet, je me disais mais c'est incroyable à quel point Fuji a évolué depuis que j'ai commencé il n'y a même pas 2 ans. Et en même temps, on avait la sortie du X-T3 qui lançait un mouvement avec des gens qui disaient un peu partout que Fuji n'innovait plus, que Fuji stagnait, que Fuji n'avançait plus, que c'était fini pour Fuji. Et donc, c'était vraiment un contraste entre les deux qui était absolument énorme. On va en reparler. Je vais vous donner mon sentiment sur tout ça. Alors, pour revenir sur le bilan, donc ça va faire 2 ans que j'ai commencé à écrire pour la première fois le projet Les Guides Fujifilm qui à l'époque s'appelait Hybrid Photo. Donc ce projet-là, je l'ai mûri lors de vacances de Noël il y a 2 ans. Et la première vidéo a été publiée au mois de mars. Donc ça va fin février, ça va faire 2 ans que j'ai publié la première vidéo. On verra, on fera probablement une FAQ comme ça se fait beaucoup. J'en fais jamais sur la chaîne, donc ça sera l'occasion de me poser toutes les questions que vous voulez. Septembre, octobre, novembre, décembre, 3 mois, pendant 4 mois, pendant ces 4 mois-là, j'ai publié en moyenne 3 vidéos par semaine. Donc je m'étais dit, on va faire 2 vidéos maximum, malgré tout, ça a été ultra riche comme période. Et donc j'ai atteint 3 vidéos par semaine. Ultra riche parce qu'on a vu dès le début du mois de septembre la sortie du X-T3 pour lequel j'ai dû produire la masterclass. Donc vous avez été des centaines et des centaines à vous inscrire à la masterclass. Encore une fois, merci. La sortie du XF200 et du XF816 qui étaient des objectifs très particuliers, très haut de gamme, très chers, qui méritaient aussi beaucoup d'attention lorsque j'ai fait le test. Et donc c'est vrai que en plus de tout ça, on a eu le XA5, le XT100, le XF10, bref, beaucoup, le XC1545. On dit que ça stagne, mais il y a eu beaucoup de choses pour Fuji dans l'année 2018. Et donc, effectivement, tout ça, ça a demandé quand même pas mal de travail. Au début du mois de septembre, lorsque j'ai fait mon vlog de rentrée, on avait 5300 abonnés sur la chaîne. On a dépassé les 7000 abonnés le 1er janvier. Donc, c'est plutôt une bonne croissance pour moi. Je vous rappelle que personnellement, j'ai pas grand intérêt avec la chaîne YouTube. J'utilise YouTube principalement comme un hébergeur de vidéos pour mon site internet. Ce qui m'intéresse énormément, c'est le site internet. Je l'ai dit et redit et re-redit pour tous mes vlogs. Donc le site internet, à la fin du mois d'août, il avait 800 visites chaque jour qui viennent de Google. Et là, au début de l'année 2019, je suis à 1000 visites chaque jour pour 30 000, donc à peu près personnes chaque mois qui viennent visiter le site internet Les Guides Fujifilm. Ce qui est un volume que je trouve assez dingue et qui m'intéresse vraiment énormément. Le groupe Facebook aussi, finalement, je vais commencer à le mesurer parce qu'il devient de plus en plus gros. Le groupe Facebook, je l'ai créé comme ça, un peu pour dire, bon voilà, on va avoir le groupe Facebook qui va être associé à la chaîne, qui va me permettre de recueillir le maximum de questions pour pouvoir avoir des sujets de vidéos. Et finalement, ce groupe Facebook, il grossit très vite.
beaucoup plus vite que ce que je l'avais pu l'imaginer. Donc aujourd'hui, il y a 3900 membres sur le groupe Facebook. J'en accueille à peu près 10 à 15 chaque jour. Donc je crois que le plus gros groupe francophone Fuji aujourd'hui, il est à peu près à 4500 membres. Hein. Donc je pense que d'ici l'été, le groupe Facebook de la chaîne devrait être le plus gros groupe francophone en France. Ce qui n'est pas rien, parce que franchement, je suis parti de zéro il n'y a vraiment pas si longtemps. Donc, on va maintenant faire une aparté sur Fuji n'évolue plus. L'année 2018 de Fuji est une année ratée. Fuji stagne. Fuji ne sort plus que des objectifs chers. Bref, on va reparler de tout ça parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu à la fois sur le groupe Facebook. C'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé sur les forums. C'est des choses qu'on a vues aussi dans les mails. Et donc, du coup, quelque part, forcément, c'est quelque chose qui, si vous avez ce sentiment-là, c'est quelque chose qui est réel. Et donc, je voulais vous donner vos sentiments. Je l'ai donné beaucoup mon sentiment, à tel point que j'avais fait même un mail standard pour le coller aux gens. Mais je ne l'ai jamais finalement donné en vidéo. Et ça peut être intéressant d'en parler. Et je vais utiliser cette vidéo pour en parler. Moi, lorsque j'ai fait cette revue de mon site internet avec les 400 articles, je peux vous assurer que j'ai vu la différence d'évolution en un peu plus de 18 mois, même pas 2 ans, quoi. Les premières vidéos que j'ai faites au Fuji, je me suis présenté, j'ai dit que, 1, les Fuji n'étaient pas capables de faire des vidéos, que c'était très difficile de faire une vidéo Fuji, qu'il fallait la faire avec un autofocus manuel, tant l'autofocus pompé complètement de manière absolument anormale et à tel point que il fallait faire un peu comme un Panasonic, plutôt faire des vidéos avec une mise au point manuelle. Et je me plaignais parfois de certaines ergonomies, je ne comprenais pas pourquoi les molettes par exemple n'étaient pas cliquables. Et l'autofocus était bon, mais je disais qu'il n'était pas non plus incroyable. Et en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure que ça avançait, les vidéos sont devenues bien meilleures. Au bout de 6 mois, j'ai commencé à vous dire que je pouvais maintenant activer l'autofocus sans que ça pompe grâce à une mise à jour. Les molettes sont devenues cliquables. Je me plaignais de ne pas avoir un bracketing d'exposition qui était suffisamment fin, avec plus de 3 paliers, avec des stops qui étaient vraiment figés. Là aussi, le menu est venu s'enrichir considérablement et on a pu faire beaucoup plus de choses lorsque le XT20 est sorti. Et tout ça, le XT2, à chaque fois, en a profité. Je me plaignais pareil qu'on n'avait pas de focus bracketing, notamment lorsque le XF80 macro de chez Fuji est sorti. Je vous disais, bah ouais, mais c'est dommage, on ne peut pas faire de bracketing de mise au point. Fuji l'a ajouté. Je ne parle même pas à quel point Fuji a évolué en termes de vidéo, jusqu'à ajouter le format F-Log sur l'appareil photo. Et ensuite, on a eu beaucoup de mises au point de l'autofocus. On a eu une mise au point d'autofocus lorsque le XT20 est sorti. On a eu une mise au point d'autofocus lorsque le X3 est sorti avec un meilleur algorithme de tracking. Donc tout ça, lorsque le XT20, on est devenu meilleur en vidéo. Lorsque le X3 est sorti, on est devenu plus rapide et avec un meilleur suivi. Et lorsque le XH1 est sorti, on a eu un meilleur autofocus en basse lumière et pour les anciens objectifs. Et tout ça, ça a fait évoluer considérablement l'autofocus du XT2. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que c'est intéressant de se faire la rétrospective pour voir d'où est-ce qu'on vient, pour pouvoir dire aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Lorsque le XT3 est sorti, on a encore fait évoluer l'autofocus. Le problème, c'est que, quelque part, si Fuji n'avait pas fait comme les autres constructeurs, avait fait comme les autres constructeurs, on était resté au XT2 tel qu'il est sorti en version 1.0, on aurait un abysse entre un XT2 et un XT3. Il y aurait vraiment un fossé entre les deux, un fossé de génération, et on se dirait, ah oui, en 2 ans, regardez le mode vidéo, regardez la détection des visages, regardez l'autofocus, à quel point c'est incroyable, regardez le bracketing d'exposition, regardez le bracketing de mise au point, tout ça, ça n'existait pas, et vraiment, on verrait un fossé complet entre les deux appareils photo, et on dirait, ouais, le XT3 est complètement en train de révolutionner et de faire passer Fuji dans un autre niveau. Sauf que Fuji, comme Fuji a évolué de manière incrémentale, quelque part, le gap, le trou entre les deux générations, il est moindre. Et il est moindre parce qu'on a été gâté pendant 2 ans par des mises à jour successives. Et je ne doute pas que ce XT3, ce n'est qu'un point de départ finalement. Et lorsque le XT30 va sortir, il va y avoir des nouvelles fonctionnalités dont va bénéficier le XT3 et ainsi de suite. Chaque nouveau appareil photo va venir enrichir de fonctionnalités nouvelles, d'amélioration de l'autofocus, d'amélioration de la détection des visages et que sais-je. Et peu à peu, on va avoir un fossé qui va se creuser entre le XT2 et le XT3, ce qui n'est pas le cas au début parce que chez Fuji, on est comme ça. Chez
Fuji, c'est incrémental et on évolue petit à petit. Donc, je trouve que quelque part, on fait un mauvais procès à Fuji en leur disant « Bah ouais, vous évoluez pas, il n'y a pas assez de différence entre un XT2 et un XT3. » Bah ouais, mais bon, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si Fuji avait fait exactement comme le fait Sony, c'est-à-dire sortir un appareil photo et se concentrer sur le développement du nouveau, lorsque le nouveau arrive, c'est beaucoup plus facile de venir dire qu'il est révolutionnaire, qu'il y a une différence absolument énorme entre les deux. Bah voilà. Donc je pense que quelque part, il faut avoir, j'ai pas envie de dire l'intelligence, mais il faut avoir la sagesse d'accepter qu'effectivement, lorsqu'on passe d'un XT2 toute dernière version à un XT3 toute première version, la différence ne soit pas si dingue que ça. Alors évidemment, on peut parler aussi de la qualité des images de la montée en ISO. Je sais que beaucoup ont été déçus de ne pas gagner un stop de montée en ISO, par exemple, ou de gagner en dynamique. Mais le fait est que il n'y a pas de technologie aujourd'hui. On ne peut pas avoir tous les 2 ans une évolution de technologie majeure au niveau du capteur qui va permettre des gains faramineux en termes d'image. Donc c'est sûr que là, le gain, il est à peu près d'un tiers, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui ne va pas pousser tout le monde à changer d'appareil photo. Je vous rappelle que Fuji se fournit chez les meilleurs, chez Sony au niveau des capteurs. Et jusqu'à présent, Sony n'a jamais fait de rétention de capteurs et ne s'est jamais gardé l'exclusivité des meilleurs capteurs et ne vend pas de la merde aux autres pour eux avoir les meilleurs capteurs. Donc je suis convaincu que tout simplement le XT3 a ce qui se fait de mieux à ce jour. Et si ce qui se fait de mieux à ce jour ne vous va pas, écoutez, vous n'avez qu'à l'inventer. Mais aujourd'hui, je pense qu'a priori, ça n'existe pas. On attend de voir ce que va proposer Sony dans son nouvel APS-C qui devrait débarquer là dans les 3 premiers mois de l'année pour voir si oui ou non Sony en avait gardé sous le coude et a donné un capteur de merde à Fuji parce que eux ils se gardaient le capteur nouvelle génération de dingue, mais j'y crois pas une seconde. Peut-être que Sony me fera mentir dans quelques mois, mais j'y crois pas. Donc je pense tout simplement qu'il faut se dire que les capteurs, il faut attendre qu'ils évoluent, il faut attendre que de nouvelles technologies soient créées pour voir un nouveau gain. Et lorsque Sony est passé du A7R2 au A7R3, il n'y a pas eu un gain énorme en termes de qualité d'image et de montée en ISO. Et les capteurs Fuji sont toujours issus d'une déclinaison des capteurs des A7R2 ou des A7R3 pour le XT3. Donc c'est comme ça. Ensuite, c'est la même chose pour le XH1. Regardez, à la fin du mois de décembre, là, on a eu une mise à jour de la stabilisation du XH1 qui est dingue, qui est vraiment dingue. Si vous avez un XH1, je vous invite à le tester. Il y a plein d'objectifs qui sont d'une stabilité qui est absolument incroyable. On a vraiment une gain de stabilisation qui est dingue, vraiment dingue. Et là, c'est pareil. Lorsque le XH2 va arriver, vous allez être plein de dire « Ouais, mais la stabilisation n'est pas meilleure. » Bah ouais, mais bon, on a eu une stabilisation qui évolue incrémentalement. Et donc, s'il n'y avait pas eu... Voilà. Je pense que vous avez compris la démonstration. En termes d'objectifs, Fuji a sorti le XF200, Fuji a sorti le XF816, donc c'était des objectifs qui étaient plutôt à destination des professionnels. Fuji n'est pas du tout en train de devenir une marque de professionnels, c'est juste que Fuji complète sa gamme. Je pense qu'aujourd'hui, la gamme des F2 est complète, permet de se faire plaisir si vous avez un niveau amateur, et Fuji, peu à peu, est en train, de mettre des optiques entrée de gamme et des appareils entrée de gamme pour aussi proposer une solution à des gens qui n'ont pas beaucoup de budget. Ça a été le cas avec le XC1545, ça a été le cas avec le XA5, le XT100 et le XF10. Et de l'autre côté, Fuji a travaillé pour venir compléter des objectifs qui manquaient, qui offrent des solutions très haut de gamme avec le XF200 et le XF816. En 2019, je pense que Fuji va travailler visiblement avec la sortie des XF 16 mm 2.8 et XF 1680 f4 sur des objectifs abordables qui vont intéresser beaucoup plus de gens dans le cœur de cible aujourd'hui des gens qui possèdent des Fujifilm. Mais bon, je trouve quand même que c'est un mauvais procès à faire que de dire Fuji n'évolue plus, Fuji stagne, Fuji voilà. De même que je trouve que Fuji est prisonnier quelque part de sa stratégie parce que Fuji vous donne des roadmaps. C'est-à-dire qu'on a une roadmap en général qui est publiée vers septembre-octobre qui annonce quelque part presque les 2 ans à venir. Et ça a été le cas avec le XF816 et le XF 200 mm f2. Ils ont été annoncés il y a presque 2 ans. Le problème, c'est qu'on a l'impression que finalement, que Fuji sort plus d'objectifs. On en parle une fois dans l'année, vers le mois de septembre. Et en fait, après ces objectifs-là, ils mettent 2 ans à arriver. Et 2 ans, 18 mois, c'est une éternité. Et lorsqu'ils arrivent, on a presque l'impression que c'est la sortie de vieux objectifs dont on parle depuis 18 mois et dont on n'a plus envie de parler parce qu'on en a beaucoup parlé avant.
Et là aussi, on a une stratégie qui est complètement différente, par exemple, de celle de Sony. Sony, lorsqu'ils ont débarqué avec leur 24 mm 1.4 GM, là, au mois de novembre, personne n'en avait jamais entendu parler. Sony dit, hop, regardez, maintenant on a un 24 mm 1.4 GM, tout le monde peut en parler, tout le monde peut le tester, les gens peuvent l'acheter dans le mois qui suit. Et quelque part, on a un effet de buzz, on a un effet de nouveauté qui permet de parler de Sony en parlant de nouvelles choses. Et Sony n'a annoncé qu'un seul objectif. Fuji, au mois de septembre, nous a donné quels étaient ses 3 prochains objectifs quasiment pour les 2 années à venir. Et forcément, ces objectifs-là, dans 2 ans, ça fait 2 ans qu'on en parle, quoi. Et on a l'impression que Fuji n'avance pas quelque part parce qu'ils ont été annoncés. Alors que Fuji, s'ils n'avaient pas annoncé ces 3 objectifs-là en avance et qu'ils avaient dit, voilà, maintenant on sort le XF 200 mm f2, tout le monde aurait rêvé sur ce 200 mm f2, dont personne n'avait jamais entendu parler, et ça aurait eu quelque part une presse un peu différente. Là, c'est vrai que même ce 33 mm f1 qui est annoncé pour 2020, quelque part en 2020, qu'une fois qu'on va arriver à sa sortie, c'est presque un nouveau vieux objectif, quoi. Et voilà, et ça donne du grain à moudre à tous les gens qui disent ouais, Fuji n'annonce jamais rien, etc. Et oui, mais bon, Fuji a une stratégie qui est complètement différente des autres, où on vous donne une roadmap quasiment 2 ans avant, chose que, à ma connaissance, aucun autre constructeur ne fait. Aujourd'hui, le seul à donner des roadmaps, c'est Canon et Nikon pour leur nouvelle gamme hybride. Et c'est uniquement parce qu'ils sont en période de lancement et qu'ils veulent dire aux gens, oui, achetez nos objectifs, même s'il n'y a pas d'objectifs, parce que regardez, on vous donne un calendrier où vous allez avoir des objectifs. Donc bon, voilà. Je voulais juste faire un focus sur ça, parce que quelque part, je trouve que on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Fuji est complètement différent des autres, a des stratégies qui est complètement différentes des autres, et quelque part, voilà. On ne peut pas avoir les mêmes attentes que chez les autres. Alors, la suite pour Fuji, ça va être le X-T30 qui va arriver en février-mars. Donc, le X-T30, on s'attend surtout à un mini X-T3. Moi, je pense que le X-T30 n'aura pas la 4K 60 fps. Reste à voir si c'était le X-T20 qui avait inauguré un écran tactile. Reste à voir si le X-T30 va inaugurer une nouvelle génération d'écran tactile, puisque le X-T3 a eu le même écran tactile que le X-T20. Donc on va voir si Fuji fait évoluer ça. Peut-être les menus, on peut voir. Est-ce que j'imagine que le X-T30 aura un joystick? Enfin, en tout cas, je l'espère. C'était à mon sens le plus gros défaut du X-T20 dans sa forme actuelle, ne pas avoir de joystick. A priori, je ne pensais pas qu'il allait avoir un X Pro 3 de sitôt, parce que Fuji avait sauté une génération d'X-Trans lorsqu'ils avaient entre le X Pro 1 et le X Pro 2, mais visiblement il va y avoir un X Pro 3. Alors j'imagine en fin d'année. Fuji de toute façon a besoin de sortir des modèles en début d'année, en fin d'année. A priori, il n'y a pas de XH2 prévu en 2019, donc un X Pro 3 peut venir combler comme ça la fin d'année. Le XH2 justement, il est prévu a priori pour 2020. Alors j'ose espérer que en 2020, on ne va pas se taper un XH2 qui est juste un XT3 stabilisé. J'espère que cette fois-ci, Fuji va faire évoluer le XH2 avec un nouveau capteur, avec une nouvelle batterie et des choses nouvelles, et qu'on ne va pas reprendre une technologie d'il y a 2 ans avec juste la stabilisation, ce qui serait un peu décevant. Allez, refocus sur la chaîne. Donc au niveau de la chaîne, comme jusqu'au mois d'avril, pas mal de tests, puisque je vais continuer de publier tous les tests des objectifs que je n'avais pas. Je vais en prochaine vidéo, donc en fin de semaine, on va faire un retour sur le X-T3 4 mois après. Donc je vais vous dire quel est mon ressenti sur le X-T3 4 mois après. Il faut que je fasse une vidéo aussi sur les mises à jour de fin décembre, notamment sur celle du X-T3 qui apporte un nouveau mode HDR en vidéo. Alors je vais vous le dire franchement, j'y connais rien en vidéo. C'est à chaque fois que Fuji met une nouvelle option, je suis obligé de me former. Là, encore une fois, j'ai aucune idée de ce qu'est ce mode HDR. D'ailleurs, si vous le savez, je vous invite à m'aider et à m'expliquer dans les commentaires. Vraiment, j'ai plein de questions à vous poser parce que franchement, j'ai beaucoup de mal à suivre avec toutes ces vidéos, avec toutes ces fonctionnalités vidéo parce que moi-même, je ne les utilise pas. Et j'ai toujours voilà, c'est pas toujours facile de comprendre à quoi ça sert quand on ne les utilise pas soi-même. En photo, il n'y a pas de problème, je galère pas du tout, mais en vidéo, c'est toujours quelque chose de compliqué. Je me suis jamais défini comme un vidéaste. Ensuite, il va y avoir le lancement annuel de ma formation photo, donc fin janvier, je le fais une fois par an, donc ça sera l'ouverture 2019. On aura l'occasion d'y répondre, ça permet à tous les gens qui le souhaitent d'avoir l'opportunité de rentrer dans la formation photo. Donc là, c'est l'initiation photo, donc c'est vraiment pour apprendre depuis zéro la photo.
En termes de formation 2019, je me fixe pour objectif de créer une nouvelle formation photo. Alors, je vais en parler avec les membres qui ont déjà fait la formation photo pour voir quelles sont leurs attentes. J'ai déjà un premier sommaire à leur proposer, donc j'attends leur retour dessus, leur dire qu'est-ce qui va manquer, etc. Ça va être une formation photo qui va être d'un niveau beaucoup plus intermédiaire. Il va probablement tourner pas mal autour de Photoshop que je n'ai pas mis volontairement dans l'initiation photo. Donc ici, on aura plus l'occasion d'apprendre Photoshop, vraiment le Photoshop pour la photo, et des techniques qui sont vraiment indispensables, telles que le Dodge and Burn, telles que le Perspective Blending, telles que les masques de luminosité. Voilà, beaucoup de choses. On verra comment mieux placer son exposition beaucoup plus finement. Quelques trucs et astuces pour mieux organiser les bracketting, pour mieux gérer les flares, bref. Ça va être une formation qui va permettre d'aller, encore une fois, là où je vous ai amené au niveau 1, là l'idée ça va être d'aller plutôt à un niveau 2. On va continuer en termes de rythme des vidéos, probablement jusqu'à l'été, jusqu'à 2 vidéos par semaine et 1 vidéo par semaine pendant les vacances, comme ça a été le cas pendant ces vacances de Noël. Voilà ce que j'avais à vous dire donc sur ce bilan, sur ce vlog. J'espère que ça vous l'avez trouvé intéressant. Ça me permet de pouvoir parler de Fuji, de pouvoir parler de la chaîne. Comme d'habitude, moi j'attends vos commentaires juste en bas de la vidéo. Vous pouvez lâcher les pouces levés vers le haut. Si vous débarquez chez Fuji, que vous avez eu un Fuji au début de l'année 2019, là aux fêtes de Noël, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant qui doit être par là. Et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut!